Cela faisait maintenant plus d'une semaine que j'avais libéré Lynn des griffes de Sonatine. Bien qu'il ait réussi à se débarrasser de la police plus aisément que je ne l'aurais espéré, celui-ci ne m'avait pas causé de problème depuis. Je n'avais pourtant aucune illusion quant à nos futurs rapports. Comme de nombreux autres, il devait attendre le jour où il pourrait me faire payer l'affront que je lui avais infligé. Malheureusement pour lui, la liste de mes ennemis était longue et le temps jouait en sa défaveur. Maintenant qu'il avait goûté la morsure voluptueuse du coffre de soumission, la sensation de manque devait atrocement se faire sentir en lui. J'avoue que je n'avais pas choisi cette punition par hasard. Il m'était rarement arrivé de croiser quelqu'un d'aussi intrigant. J'avais plutôt hâte de le revoir. Je n'avais pas non plus de nouvelles de mes amis. Edwin était occupé à désintoxiquer sa sœur et cela leur prendrait sûrement encore quelque temps. Le combo... J'avais bien peur de ne plus pouvoir compter sur ce cher combo pendant un moment. Au minimum jusqu'à mon prochain changement de corps, que j'espérais pour ma part le plus tardif possible. De mon côté, j'avais mis à profit ces derniers jours pour me réapproprier ma vie et m'habituer à cette nouvelle enveloppe en testant ses limites. J'avais pu récupérer mon ancien appartement grâce à un serrurier particulièrement complaisant et j'avais réactualisé l'intégralité de ma garde-robe pour rendre honneur à ce nouveau corps et à ses jolies formes. Et c'est d'ailleurs lors d'une de ces missions shopping que j'avais accidentellement croisé celle que je supposais être la mère de mon enveloppe. Elle m'avait interpellée au loin. Je n'ai pas bien compris mon prénom, un truc à base de A, E, I... je m'étais vite éclipsée, fuyant la moindre discussion. J'ai depuis longtemps adopté comme règle d'or d'éviter famille et connaissances de mes hôtes. D'expérience, cela se termine dans le meilleur des cas en d'insupportables mélodrames et ça ne fait de bien à personne. Et qui a besoin de savoir que le corps de la personne qu'il aime est possédé par une sorte de dépravé millénaire ? Sérieusement, qui ? Hormis cette mauvaise rencontre, je n'avais croisé personne. Il semblait bien heureusement que mon enveloppe n'était pas du genre sociable, ce qui me semble plutôt cohérent avec un suicide par overdose dans un cimetière. J'avais également fait de nombreuses autres découvertes sur moi-même. Je n'étais ni endurante, ni forte, mais très souple. Et j'avais un tatouage bizarre à la base du dos. Ni un papillon, ni un dauphin, ni une étoile. J'étais allergique au lactose, je détestais les épinards et supportais mal l'alcool. C'est précisément cette découverte que j'étais en train d'expérimenter, la raison même qui me faisait me ruer aux toilettes d'un bar tendance et pourtant glauque du cœur de Paris. Une fille livide me bouscula alors que j'en franchissais la porte, je me retins de justesse de lui vomir dessus et me jetai sur la cuvette de la première cabine pour me déverser l'équivalent gastrique de 2 ou 3 repas. Vautré sur le siège des WC, je fis le bilan de l'expérience. Depuis le début de la soirée, j'avais à peine bu 3 bières et un verre de whisky. C'était une limite bien plus basse que ce dont j'étais coutumière. Je m'essuyais la bouche du revers de la manche en maugréant tandis qu'on tambourinait à ma porte. Je tirai la chasse d'eau avant de sortir brusquement. Il n'y avait personne. Une autre cabine avait finalement dû se libérer. Encore vaseuse, je me dirigeais vers les lavabos. La soirée allait être bien plus courte que prévu et ça m'ennuyait, vraiment. Je me passais un peu d'eau sur le visage, j'en avais bien besoin, sans parler d'un bain de bouche. Je me détaillais un instant dans le miroir pour constater l'étendue des dégâts. Derrière moi, je surpris une fille encore moins fraîche que moi, le dévisageant d'un air mauvais. 2 filles entrèrent en riant bruyamment. Je les fixai un instant. Elles m'ignorèrent royalement et se dirigèrent vers les cabines. L'une d'elles choisit celle que je venais de quitter avant d'en ressortir avec une moue dégoûtée et de se diriger vers celle adjacente. Je jetai un œil autour de moi. Je ne revis pas la fille que j'avais vue dans la glace. Je supposais avoir rêvé. L'alcool se faisait encore sentir dans tout mon corps. Mes muscles étaient engourdis et ma tête me lançait. Les 2 filles sortirent des toilettes. Elles n'avaient pas cessé de discuter depuis qu'elles étaient entrées dans la pièce, vantant le sourire de Kevin et le cul de Brian. Elles se remaquillèrent en détaillant leurs projets. La jeunesse n'aurait décidément de cesse de m'épater. La plus blonde des 2 proposa carrément un plan à 3 à sa copine et celle-ci ne refusa que parce qu'elle était déjà invitée à une partouze. Je me serais volontiers proposée, mais une violente crampe d'estomac me rappela que je n'en avais pas tout à fait terminé avec mes propres expériences. Les filles sortirent aussi bruyamment qu'elles étaient arrivées. Leur rire résonna encore un moment alors qu'elles s'éloignaient, avant d'être étouffées par le son de l'eau coulant toujours dans le lavabo. Il n'y aurait définitivement pas de 4e bière pour moi, pensais-je en fermant le robinet. Très légèrement dégrisée, je me dirigeais vers la sortie d'un pas encore hésitant, lorsqu'un des miroirs explosa, projetant des éclats de verre dans toute la pièce. L'un d'eux m'entailla sévèrement le bras droit et aurait bien pu m'être fatal si je n'avais eu le réflexe de me jeter à terre.
Un rapide coup d'œil circulaire me permit de voir ce que je cherchais. La fille à l'air mauvais que j'avais aperçue tout à l'heure flottait non loin. Des chiottes hantées. C'était bien ma veine. C'est le problème lorsqu'on est mystiquement aussi sensible que moi, le moindre mort mécontent qui croise mon chemin se sent inévitablement le besoin de m'adresser ses doléances. Comme si j'étais un foutu service de réclamation post-mortem. Je me relevais prudemment, surveillant le fantôme du coin de l'œil pour pouvoir réagir au moindre signe d'agressivité. S'il y avait bien un point commun entre les spectres et les braqueurs de banque, ne me demandez pas pourquoi cette comparaison, c'est une vieille histoire, c'est qu'il vaut mieux toujours se montrer déférent et apaisant avec eux. De la même façon qu'il ne sert à rien d'agacer quelqu'un portant un M16, on ne contrarie pas une créature qui peut vous faire sortir la tête par le cul uniquement par la pensée. Mes précautions s'avérèrent toutefois inefficaces, puisqu'à trop me concentrer sur le fantôme qui me faisais face, j'en ignorais totalement celui qui venait d'apparaître dans mon dos. Quoi qu'en dise mon charmant corps plein de vigueur, je compris que je me faisais trop vieille pour ce genre d'ânerie, et je fus immédiatement sanctionnée d'une violente projection dans le mur d'en face. Le choc fut brutal, mais mon ego en encaissa la majeure partie. Je n'avais pour l'instant à déplorer qu'une fracture de l'arcade sourcilière, mais la situation était délicate. Les deux fantômes me faisaient désormais face. Il s'agissait de deux jeunes filles à peine majeures, vêtues de vêtements contemporains plutôt sages. L'une était rousse et parsemée de jolies taches de rousseur, tandis que l'autre était brune, aux yeux bleus glaçants. Elle n'avait pas l'air d'avoir d'autre point commun que d'être morte et de mauvais poils. Il semblait plutôt évident qu'elle ne me laisserait pas sortir vivante. Dépourvue de tout équipement ou préparation préalable, j'optais pour ma seule option, l'improvisation. Le problème avec les fantômes, c'est qu'ils frappent souvent avant de parler, alors qu'au fond, ce ne sont pas de mauvais bougres. Certains spécialistes disent que c'est dû au traumatisme de leur mort qui les piège dans un cycle de frustration, violence. Moi, j'ai tendance à penser qu'ils sont juste cons. Sérieusement, le mec qui, après sa mort, n'a rien d'autre à faire que rester au même endroit pour faire chier les gens qui s'y trouvent, vous appelez ça comment, vous ? Bon, les premières semaines, je dis pas, ça peut être une erreur. Mais les années qui suivent, c'est de la connerie, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, je me gardais d'évoquer cette théorie dans le cas présent, les deux demoiselles ayant l'air suffisamment contrariées comme ça. Pour éviter d'être acculée et gagner du temps, j'essayais de discuter avec les créatures. Elles me répondaient en murmures menaçants et plaintes stridentes, mais peu m'importait, j'avais un but. Entre mes facultés mentales amoindries par l'alcool et leurs discours incohérents ponctués d'accès de violence, j'arrivais à déterminer qu'elles avaient bel et bien toutes deux passé l'arme à gauche ici même, sans pour autant comprendre comment. Mais surtout, j'en profitais pour renverser sur le sol le contenu d'une bouteille de savon moussant dont je m'étais discrètement emparée lors du premier choc. Trop inexpérimentées, elles ne remarquèrent pas que j'avais ainsi réussi à les encercler durant notre discussion et ne perdirent leur patience qu'au moment où j'achevais mon cercle, les piégeant ainsi dans une prison mystique au parfum vanille. Je pus lire un mélange de terreur et de rage dans leurs yeux alors qu'elles frappaient de toute leur force sur les parois astrales. Mais rien n'y fit, elles étaient trop faibles. Bon, j'avoue que j'avais beaucoup compté là-dessus. Je m'étais demandé pourquoi elle n'avait rien tenté en présence des deux autres filles et avait parié sur le fait qu'elle n'était tout simplement pas assez puissante pour attaquer 3 cibles en même temps. Contre des adversaires plus puissants, un rituel avec aussi peu de composantes avait plus de chances de se retourner contre moi qu'autre chose, mais je ne m'étais pas trompée. Ces fantômes étaient récents et donc encore faibles. Le répit offert par ma prison me permit également de réaliser autre chose. Je n'étais pas en train d'affronter des spectres, mais bien de simples esprits. Des émanations psychiques sans âme, sans aucune attache, destinées à disparaître rapidement. L'équivalent mystique de la fumée de cigarette. Une fois certain de ne rien pouvoir tirer de plus d'elle, je fis brûler de l'encens. Enfin, une clope, puisque c'est tout ce que j'avais sous la main. Et écrivis approximativement une ancestrale formule de révocation avec mon sang sur un parchemin. En papier toilette, bien entendu. C'était probablement le rituel le plus grotesque que j'ai jamais eu à mener, mais il suffit à atteindre mon but. Les deux esprits se dissipèrent, me laissant seule dans le calme retrouvé des toilettes. La porte s'ouvrit. Une fille me regarda, toujours plantée au milieu de la pièce, le visage plein de sang, à lire un texte écrit sur du PQ. Elle jugea qu'elle n'avait finalement pas tant besoin que ça de se soulager et fit demi-tour. En terminant ma clope, je continuais de m'interroger sur ce qui s'était passé. Comment ces deux esprits avaient-ils pu rester coincés ici ? Bon, petit cours de spiritisme pour les nuls. L'âme est le lien entre le corps et l'esprit. Lorsque le corps se consume prématurément, elle reste attachée à l'esprit et marque l'endroit de sa fin, ou tout autre endroit ou objet suffisamment symbolique pour l'âme. C'est ce qu'on appelle un fantôme. Il en existe plusieurs types, mais dans le cas présent, on s'en fout.
Un esprit n'est pas un fantôme, c'est juste l'esprit de quelqu'un séparé de son corps. Certains médiums arrivent à s'évader ainsi de leur enveloppe, mais leur âme sert alors d'encre pour qu'ils puissent retrouver leur unité à la fin du voyage. Ici, ces deux jeunes filles devaient juste avoir perdu leur âme. Inutile de dire que c'est rarement un phénomène naturel. En réfléchissant à tout cela, je commençais à fouiller les toilettes. J'avais peu d'espoir de trouver une piste entre les capotes usagées, les vieux tampons et les seringues, et pourtant je n'étais pas au bout de mes surprises. Je trouvais le premier élément complètement par hasard dans les graffitis sur la porte. Là, perdu entre les je suce au 06 tatati tatata et les dessins de bites, un superbe symbole rituel. Je tenais ma piste, et le symbole agit comme un révélateur sur moi. Je réalisais que depuis le début, une odeur étrange et familière se mêlait à celle d'urine et de moisie. En inspectant les cuvettes, je compris de quoi il s'agissait. L'un des blocs de javel avait été remplacé par quelque chose de plus artisanal. Je reconnus l'odeur de la myrrhe, du chanvre, de la mandragore et de quelques autres herbes rares. Quoi qu'il se passât dans ces toilettes, c'était un rituel très élaboré qui avait dû demander beaucoup de temps et de préparation. Je trouvai encore d'autres signes ésotériques qui finirent de me dévoiler la vérité. L'un de ces toilettes était un véritable siège sacrificiel. Lorsqu'une vierge avait le malheur d'en actionner la chasse, son âme était emportée dans les canalisations. Quelles qu'en soient les raisons, quelqu'un se donnait beaucoup de mal pour jeter la pureté de ces jeunes filles dans les égouts. Je ne pouvais décemment pas fermer les yeux, mais les pistes étaient minces. Aucun des éléments utilisés ici n'était suffisamment rare pour être remonté. Le bar connaissait une affluence indiscutable et n'importe qui avait pu venir dans ces toilettes. Ma seule chance de comprendre était de trouver le mobile. Et pour cela, il me fallait découvrir ce que devenaient ces âmes. Je m'enfermais donc dans la cabine, modifiais les symboles et me coupais une tranche de ce bloc WC ensorcelé avant de le déposer sur ma langue. Je retins avec peine une nouvelle envie de vomir, puis me détendis suffisamment pour débuter mon voyage astral. Ce n'est pas vraiment une pratique dont j'ai l'habitude, si l'on accepte mes changements de corps, bien entendu. Mais j'ai appris avec les plus grands maîtres, et je connais donc quelques principes de base. Déjà, je sais moduler mon essence psychique pour adopter l'apparence que je désire. En l'occurrence, je choisis celle de ma dernière enveloppe. Qui que soit le responsable du rituel, il s'est donné beaucoup de mal pour s'en prendre à des femmes. Alors autant jouer le jeu. L'autre truc important que j'ai appris, c'est à remonter une piste spirituelle. Et heureusement, grâce à mes pouvoirs, je suis plutôt douée à ce petit jeu. Visiblement, la dernière âme avait été volée il y a plusieurs jours déjà. Cela ne m'étonna pas tant que ça. Le taux de vierges à franchir les portes de ce bar ne devait pas être très élevé. Je poursuivis donc la piste de résidus psychiques à travers les canalisations, puis les égouts, jusqu'à atteindre les catacombes de Paris. J'avais entendu beaucoup de légendes sur cet endroit et je m'y étais moi-même rendue à plusieurs reprises. Si mes souvenirs étaient bons, je me trouvais dans une salle longtemps utilisée par la secte des passeurs. Des gens peu fréquentables qui avaient secrètement influencé la monarchie française pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce qu'ils soient tous discrètement supprimés durant la Saint-Barthélemy. J'observais un peu mon entourage et constatais que le sol portait de multiples traces de passage. La salle semblait servir souvent. Ne trouvant rien de plus, je me décidai à m'enfoncer dans le dédale de couloirs. Dès le premier tournant, je me retrouvais nez à nez devant un gros boutonneux en robe à l'air hagard. Je reconnus immédiatement le symbole autour de son cou, celui des passeurs. Pourtant, ses cheveux longs, roux et gras et filasses, son air bovin et surtout son acné galopante ne correspondaient pas exactement au profil du sectaire influent tel que je le connaissais. Mon apparence pouvant faire illusion tant que nous n'entrions pas en contact, je décidai d'opter pour la carte de la séduction et fondis en larmes, louant le rouquin comme le messie. Je lui expliquai que j'étais venue faire une rave avec des amis, mais que je m'étais égarée et que je m'étais vue mourir 1000 fois avant qu'il me sauve. Je flattai son ego autant que faire se peut. Le pauvre vieux en bavait presque de plaisir. Trop fier de lui, il ne remarqua même pas que je me dérobais l'air de rien au moindre contact et m'entraîna voir ses amis. Nous arrivâmes ainsi dans une autre salle, un peu plus grande et sommairement aménagée, où 4 autres adolescents en robe l'attendaient. Ils étaient assis en cercle sur un tapis et entourés de paquets de chips, de gâteaux, de sodas, de feuilles et de dés de toutes les couleurs. Lorsque j'entrai dans la salle, je n'eus même pas le temps de prononcer un mot que je me retrouvais piégée.
Trop occupée à manipuler le premier garçon, j'avais négligé les inscriptions sur son pendentif et celui-ci s'activa immédiatement en présence de ceux de ses amis. Il s'agissait d'un sort de contention qui ne s'active qu'en présence de fantômes. Je venais de me faire attraper comme une débutante. Celui qui semblait être le meneur, un grand binoclard à l'air nerveux, se leva en hurlant sur mon rouquin, lui reprochant de m'avoir amené ici. De mon côté, j'étais complètement coincée, j'étais paralysée, à peine pouvais-je parler. Je décidai donc d'ouvrir grand les yeux et les oreilles, puisque c'est tout ce qu'il me restait à faire. Le chef décida sans tarder de mon avenir en me condamnant au puits, jubilant à l'idée que je serais le 3e sacrifice. Nous rampâmes un moment, enfin, ils rampèrent, moi je flottais plus qu'autre chose, éclairés par leurs lampes torches jusqu'à déboucher dans une cavité éclairée d'une étrange lueur violette. Au centre de la grotte se trouvait un ancien puits en piteux état. Des détails, des légendes concernant les passeurs me revinrent en mémoire. La rumeur voulait qu'ils fussent les gardiens d'une porte vers le monde spirituel et que c'est pour cette raison qu'ils avaient l'oreille des rois de France. En m'approchant du puits, je fus submergée par la puissance de celui-ci et l'envie irrépressible de me jeter à l'intérieur. Il me fallait agir, et vite. Je tentai donc mon va-tout et éclatai de rire. J'obtins comme prévu toute l'attention de mon auditoire. Piqué au vif, le binoclard m'ordonna d'expliquer ce que je trouvais drôle. Je répondis donc en me montrant la plus méprisante possible, du moins autant qu'on peut lorsqu'on est victime d'un sort qui vous fait presque bégayer, me moquant particulièrement de leur ignorance. Je leur expliquai qu'ils n'avaient pas la moindre idée de ce qu'ils avaient entre les mains, qu'il s'agissait d'un puits de puissance et que seul celui qui oserait s'y jeter en premier, portant le pendentif, en deviendrait le maître tout-puissant. Ils se dévisagèrent tous en silence, incrédules, avant de se mettre à courir vers le puits. Ils se battirent comme des chiffonniers, une fois atteint la margelle, pour y sauter en premier, et ce fut leur chef qui y réussit, non sans crever au passage les yeux d'un de ses amis. Son petit sourire satisfait disparut rapidement dans sa chute à mesure qu'il commença à émettre un cri de terreur. Ses amis se dévisagèrent tous avant de reculer de quelques pas. C'était trop facile. Avec le 5e médaillon dans le puits, le sort était levé et je me retrouvais libre d'agir. Pour que les choses soient bien claires pour mes nouveaux camarades de jeu, je m'approchai du garçon le plus proche de moi, concentrai mon énergie et l'envoyai rejoindre son chef. Les 3 survivants me fixèrent avec horreur. Enfin, 2 des survivants, le 3e ayant les yeux crevés et se contentant de supplier pour une explication. Tandis que je leur annonçais qu'ils avaient 10 secondes pour m'expliquer ce qui se passait ici. J'appris donc la vérité. C'était un groupe d'amis qui se réunissait dans les catacombes depuis quelques années pour jouer au jeu de rôle. Il y a 6 semaines, l'un d'eux s'était senti appelé durant la partie. Il avait prévenu les autres et les avait guidés jusqu'au puits. Celui-ci venait de se réveiller et cherchait des disciples. Il annonça au groupe que le monde touchait à sa fin et qu'il pouvait les protéger, qu'il leur demandait juste des âmes pures en échange. En signe de bonne foi, le puits leur avait offert les talismans, les avait guidés dans leur découverte de la sorcellerie et les avait aidés à mettre au point le rituel de vol d'âmes. J'avais enfin mon explication. Ces pauvres types avaient sacrifié ces filles pour les raisons classiques. Peur, cupidité, bêtise. Ça ne me plaisait pas plus que d'habitude, mais je n'étais pas convaincue d'avoir vraiment affaire à de mauvais bougres. Encore peu décidée sur leur avenir, je décidai de les tester et proposai de sauver le premier qui tuerait un de ses camarades. Sans réfléchir, 2 d'entre eux, l'aveugle et un blond à l'air vicieux, se jetèrent férocement à la gorge l'un de l'autre, sous le regard médusé de mon rouquin complètement dépassé depuis le début. Ils se frappèrent de toute leur force, n'hésitant pas devant le moindre coup bas, l'aveugle arrachant même l'oreille de son ami à coups de dents. Le blond l'emporta finalement, presque par chance, en faisant basculer son ancien ami dans le puits. Il se tourna alors vers moi, rayonnant du sourire de la victoire et entaché de son propre sang. Je le poussai à mon tour sans l'ombre d'un remords. Ne restait désormais que le rouquin, pleurant toutes les larmes de son corps. Je n'avais pas vraiment l'impression qu'il puisse être dangereux. Il s'était simplement laissé entraîner par ses amis. Il y avait eu suffisamment de morts comme ça, je lui ordonnais donc de fuir et de ne plus jamais remettre les pieds ici. C'était probablement mieux pour lui. Je restais seule avec le puits. Son influence corruptrice était bien plus forte que je ne l'avais cru. Je la sentis s'insinuer en moi, m'inciter à me ranger de son côté.
Je me penchai au-dessus de son rebord. Des lumières violettes hypnotiques dansèrent sous mes yeux et j'entendis la voix profonde et ténébreuse du puits. Il me prophétisa un avenir sinistre et sans espoir duquel il pouvait me protéger. Il me promit pouvoir et richesse, tout ce que je désirais si je le nourrissais. Ma volonté vacillait. J'étais prêt à céder, à lui abandonner ma conscience. Mais dans un dernier sursaut de lucidité, je mis fin à ma transe et rejoignis mon corps instantanément. On tambourinait violemment à la porte. J'entendis toutes sortes de jurons, incluant des insultes particulièrement salées sur ma mère, qui était plutôt juste dans l'ensemble. J'ouvris la porte. Une punkette hystérique manqua de m'arracher la tête. Son envie d'uriner était heureusement la plus forte. Elle me repoussa et ferma la porte derrière elle. Les toilettes étaient bondées. Le concert avait dû se terminer. Je retournai vers les lavabos, me plongeai la tête sous l'eau. La soirée ne m'avait définitivement pas épargnée. Je n'en avais assurément pas fini avec ce cul, mais pour le moment, je méritais bien une bonne bière. Vous êtes encore là, vous? Vous savez que l'épisode est terminé, hein. Le générique vient de passer, il n'y a plus rien après, hein. Il n'y a pas de scène post-crédit, rien, c'était tout. Enfin bon, si ça vous a plu au point que vous êtes resté jusqu'au bout, moi ce que je vous propose, c'est de vous abonner à la chaîne. Parce que ça me soutient, ça me motivera à faire encore plus de vidéos, et puis si vous avez aimé, c'est dans votre intérêt qu'il y ait plus de vidéos. Hein, et si vous voulez revoir un autre épisode, il y a le premier qui est toujours disponible, là, vous avez qu'à cliquer, vous pouvez le revoir. Donc voilà, si je vous remercie de rester jusqu'au bout, n'hésitez pas à partager la vidéo, à aller sur la page Facebook, à liker la page YouTube aussi. Cette aventure, on l'a fait aussi ensemble. Moi, si je crée des vidéos, c'est aussi pour vous faire plaisir. Donc si vous aimez, merci de le montrer, ça me motivera à en faire encore plus. Donc je vous dis à la prochaine, ok ?